Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est sans doute ce que vous vous demandez. Vous avez raison, ça fait longtemps, donc presque 3 semaines, que je n'ai pas produit de vidéo maraîchère. Et rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans une série sur le bricolage. Simplement, comme vous pouvez le voir dans ce joyeux bordel, j'étais passablement occupé à essayer de transformer cette chambre, d'y installer une douche à l'italienne accessible handicapée. Donc voilà, et pendant ce temps-là, on a bien fait quelques petits travaux au jardin, mais sans prendre le temps de faire des vidéos. C'est toujours un peu une perte de temps. Je vous demande 50 minutes, des fois, ou 30 minutes pour les regarder, mais derrière, il y a en général 2 heures de rush qui ont été filmées et un certain temps passé à monter ça proprement. Voilà, donc je suis bien occupé par d'autres activités, donc jardinier paresseux, bricoleur paresseux parce que ça avance très très lentement. C'était juste pour, non pas me justifier, je ne vais pas me justifier, hein, juste pour vous donner des explications que je ne suis pas ni fâché, ni démotivé, ni parti en voyage, ni bien sûr, pour ceux qui ont peut-être craint le pire, hospitalisé ou que sais-je. En pleine forme, mais dispersé entre toutes mes activités. Voilà la bonne conclusion et on passe au jardin. Alors au passage, sur le chemin du jardin, d'abord pourquoi je ne me mettrai pas assis? Je suppose que vous êtes assis devant votre écran, donc il n'y a aucune raison que je ne fasse pas de même ici. Donc un jour, je vous avais dans différentes prises de vue sur la composition floristique des prairies expliqué mon idée de fauche différenciée de ce qui est normalement le gazon autour de la maison. Donc là, ce sont la prairie naturelle telle qu'on l'obtient après plusieurs années de fauche très très tardive. Un petit passage de tondeuse, c'est le chemin qui va au jardin, un passage de travers, là-bas un autre chemin qui va aller dans l'étendage à linge, et en haut une zone qui est fauchée pour installer la table. Donc là vous avez, si vous installez comme moi, vous entendez en permanence des insectes autour de vous parce que vous avez une biodiversité formidable. À l'opposé évidemment d'un gazon, on va dire, propre, de ce que beaucoup de gens pensent être un beau gazon, ce qui est peut-être un beau gazon pour un greenkeeper et pour jouer au golf, mais à ce que je sache, nous ne sommes pas 20 millions de Français à jouer au golf, donc je ne comprends pas cette obsession de ces gazons nus, monospécifiques, verts, sans biodiversité. Nous pouvons chacun dans notre espace lutter pour plus de diversité, pour maintenir des insectes, des papillons, etc. Voilà le résultat que vous pouvez obtenir en quelques années de fauche différenciée tardive. Voilà, je me suis mis à genoux pour être sûr d'être dans le cadre de l'image. Voilà donc l'endroit précis où je m'étais filmé dans cette vidéo. Donc nous avons aujourd'hui des marguerites, des renoncules, le plantain qui fait des fleurs qui sont spectaculaires, moins jolies, mais qui intéressent aussi certains insectes, des graminées bien sûr, et là-bas sur la gauche, le millepertuis qui va entrer bientôt en floraison. Du trèfle, j'ai oublié. Des marguerites, cette scabieuse, les renoncules, du trèfle violet, à côté le trèfle blanc qui est très mellifère, hein, donc très intéressant pour les abeilles.
du millepertuis, des fleurs de plantain, du lotier corniculé, le salsifis sauvage, dont les fleurs se sont déjà refermées, déjà fécondées en l'espace d'une ou deux journées. Ce sont des belles fleurs jaunes, comme des grandes fleurs de pissenlit, très brillantes. Ici, rapide coup de zoom sur la deuxième station, la prairie naturelle essentiellement pâturée par des chevaux, juste au nord de mon jardin. Vous voyez que la composition floristique est légèrement différente, même si on retrouve certaines plantes, les renoncules, les scabieuses, quelques marguerites, etc. Ceci pour vous expliquer aussi la question de la fertilité du sol. Beaucoup de gens qui regardent ma vidéo sont persuadés que les résultats que j'obtiens le sont parce que j'ai un sol naturellement riche, naturellement fertile. Montrez ces photos ou cette partie de vidéo à n'importe quel paysan, à n'importe quel technicien agricole, et du premier coup d'œil, il vous dira que ceci est une pauvre prairie. Et on va aller voir ça tout de suite de l'autre côté. Voilà donc ici l'autre côté, une autre station que j'avais filmée. Je crois que c'était la dernière, la 4e. Et là, vous voyez encore une composition floristique différente. C'est la prairie, une prairie fauchée, jamais fertilisée, jamais traitée. Et donc sur le terrain naturel, dans l'exposition ici en haut de versant, exposition sud-ouest que nous avons, cela donne cet aspect-là. Comme dit, je vais le filmer en gros plan. Vous montrerez ça à des spécialistes. Et s'ils ne vous disent pas que c'est une prairie naturelle pauvre, je serai très surpris. Ceci donc en gros plan, je mets ma main pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce type de prairie naturelle, à peine une vingtaine de centimètres et encore en ce moment. Donc on est là exactement à la hauteur des framboisiers de mon jardin et c'était le type de prairie que j'ai converti dans mon jardin. Bon, il faut que je fasse tout ici. Donc même les pubs. Dimanche 28, 10 h du matin, 30 degrés à la station météo à l'instant. Je transpire. Alors un des avantages quand on est cardiaque sévère, c'est qu'on peut être paresseux aussi en termes de voyage. Pas la peine d'aller dans des contrées lointaines pour transpirer, dégouliner. Je peux le faire chez moi. J'économise le ticket, le bilan carbone, toutes les contrariétés des voyages, les douanes, etc. Donc pub pour moi-même, j'ai dit que je faisais pas de pub, je voulais dire je fais pas de pub pour les autres, je suis pas con quand même, mais un peu de pub pour moi quand même. Donc pour ceux que ces questions de jardinage intéressent dans l'est de la France, je ferai une conférence complète, on va dire, le format long, le mercredi 7 juin à 20 h au cercle Saint-Thiébaut à Thann. Thann, c'est dans le Haut-Rhin. Donc là, grand format, ça veut dire à peu près 2 heures de présentation et en général, on termine pas loin de minuit avec les questions-réponses. Questions-réponses bien sûr qui dépendent de la perspicacité du public, mais je peux vous dire que dans mes dernières expériences, il était plutôt perspicace et on avait plutôt de mal à s'arrêter. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, je participe à une opération assez importante qui s'appelle le Jardin C'est ma nature, qui aura lieu au lycée agricole de Winsenheim. Winsenheim, c'est juste à côté de Colmar. Lycée agricole qui s'appelle aussi lycée du Flixbourg. Donc dimanche 11 juin 2017 et c'est en continu de 9 h 30 à 18 h 30.
Là, je ferai une petite conférence, une mini-conférence vers 10 heures, questions-réponses, etc. Et c'est aussi là que j'ai installé une petite démonstration depuis novembre de l'an dernier. Donc vous pourrez voir un peu de vos yeux comment se présente la phénoculture. Chose intéressante, à 14 heures, il y aura Gilles Domenech qui fera une conférence. Hein. C'est lui qui a écrit un ouvrage qui est sans doute ce qu'il y a de plus proche de ce que j'aurais écrit, qui s'appelle Jardinons sol vivant. Voilà donc cette petite publicité. Alors j'ai oublié de le dire, nous sommes le 25 mai, jour de l'Ascension. Et puis au passage, donc, vous observerez qu'un des avantages de jardiner au naturel, c'est qu'on peut se vautrer à peu près partout, que ce soit sur le foin ou dans ces allées engazonnées, que celle-là, je viens de la tondre hier, et dont je rappelle pour ceux qui découvrent mes vidéos, que c'est un habitat naturel des carabes qui sont un auxiliaire rudement efficace contre les limaces, et que donc ces allées enherbées ne sont pas sales, elles respectent l'habitat de ces carabes et elles favorisent donc la lutte contre les limaces. Bien entendu, jamais de bordure autour des planches qui, sans être insurmontables, seraient quand même des obstacles. Alors ici donc les oignons, la deuxième vague d'oignons repiqués par petits bulbes, dont dans une vidéo précédente je vous disais qu'au début c'est toujours un peu comment dire, surprenant, ça sort irrégulièrement. Certaines feuilles trouvent rapidement le chemin à travers un foin moins compact, moins épais. D'autres mettent très longtemps, comme par exemple celui-ci qui est encore tout rikiki, qui a dû peiner parce que là le foin est plus épais, il était peut-être un peu plus compact. Mais au final, tout ça rentre dans l'ordre. Donc au début, ceux qui commencent par cette méthode sont souvent un peu déçus. Soyez zen. La paresse va bien avec le zen. Soyez zen. Les choses vont venir, peut-être avec 15 jours de retard sur les voisins qui, à force motoculteurs, etc., partent plus vite que vous. Mais au final, vous les rattraperez parce que tout cela est beaucoup plus performant quand le sol va être plus chaud et surtout quand il va commencer à faire sec. C'est là que vous les grattez à tous les coups. Donc, soyez tortues, mais vainqueurs, et non pas lièvres et abattus par le premier chasseur. Au passage, quelques adventices, selon les ratés qu'il peut y avoir dans la couverture de foin. Ici, ce qui s'appelle des graminées, donc des herbes. N'oublions pas que c'était un peu une prairie qui s'arrache comme à rien. Oh, zut, du coup j'ai aussi arraché le petit oignon que je vais m'empresser de replanter. Voilà, il va s'en sortir. Voilà, donc ici, miné s'arrache avec les racines donc qui sont mortes. Cette ronce est la signature du fait que ici en fait nous étions il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, ici aussi il y a une ronce, sur une friche, une méchante friche avec des saules, des ronces de 1 mètre de haut, etc. Donc il reste encore des petites repousses de ces ronces qu'il faut se donner la peine d'arracher, de même que l'ortie ici est la signature de cette friche antérieure. Du fait de la gradation du sol, je tire, et je sors au moins des eaux. Donc, et, nous sommes le 26, ceux d'entre vous qui sont observateurs se rendent compte que question lumière, etc.,
les choses ne sont pas tout à fait raccord. J'ai dû refilmer un certain nombre de séquences. Donc après l'oignon, il y a ici un endroit où j'ai repiqué pas mal de scaroles. J'ai enlevé un tout petit peu de foin parce qu'il est très difficile de repiquer du foin, des scaroles racines nues. Hein. Ce ne sont pas des plants en pose, ce sont des plantes qu'on arrache dans une terrine et il est donc assez difficile de les repiquer dans le foin. Donc j'en ai enlevé une partie ici qui se trouve donc en attente de l'arrachage de ces choux ici. Pas mal de déconvenues sur cette partie-là en raison des limaces. Hein. Donc j'ai dû compléter pas mal de plants, on va dire, allez, un tiers des plants qui ont été dans un premier temps ravagés par les limaces. Comment est-ce que j'ai géré le problème? Je ferai une vidéo un peu sur les limaces, mais en sortie de printemps, lorsque le sol est froid, lorsque l'activité des insectes, etc. est réduite, j'ai trouvé que la meilleure solution, elle est toute simple, en tout cas chez moi, c'est le soir après le journal télévisé, au moment où l'obscurité monte, le jour décline, c'est la même chose. Vous avez les limaces qui sortent immanquablement. Donc je passe sur mes rangées et je les ramasse. Donc là-dessus, j'ai ramassé, on va dire, une demi-douzaine de moyennes limaces rouges. Donc je pense que ce sont les adolescents qui ont l'appétit le plus féroce pour devenir grosses limaces rouges, ramassées, balancées là-bas dans le taillis. Et voilà, donc premier jour, vous en ramassez 6. Bien sûr, certaines vous échappent parce qu'elles n'étaient pas encore sorties, parce que vous n'avez pas bien vu, parce qu'elles étaient cachées sous une feuille. Vous repassez dans les 2 jours qui suivent, et le deuxième jour, vous en ramassez 2, le troisième jour, 1, et de temps en temps, l'une ou l'autre échappe à votre perspicacité. Mais donc très vite, les choses se stabilisent. Après, quand ça se réchauffe, comme ces jours-ci, très vite, les insectes auxiliaires, donc les carabes, les staphylins, etc., dévoreurs de limaçons, prennent le relais. Les plants, dès qu'ils sont un peu plus grands, sont aussi beaucoup moins exposés. Hein, donc de temps en temps, vous verrez sur mes légumes, notamment sur les choux, des feuilles extérieures qui sont trouées. Je m'en fous tant que le cœur est préservé et se développe. Donc là, pas mal de problèmes de limaces, comme avec d'autres plants repiqués. Les choux, là, sur ma gauche, ben, ils sont arrivés en fin de vie, vous voyez, il n'y a plus de fleurs, donc plus d'abeilles. Beaucoup de pucerons cendrés. L'autre jour, donc, j'ai observé une coccinelle. Donc ces choux, comme je l'ai déjà indiqué, sont actuellement des plantes martyrs. C'est mon élevage de pucerons cendrés pour nourrir les ravageurs des coccinelles qui sont donc mes auxiliaires ou mes amis à moi. Bon, la lumière est très contrastée, donc je modifiais un peu pour me mettre dans l'ombre, puis ça me fait du bien aussi. Donc voilà un tout petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, un certain nombre de ces salades ont été repiquées une deuxième fois. Est-ce que c'est une limace? Non, j'ai cru. Donc voilà, toujours sans arrosage. Hein, donc à la fois au moment où j'ai repiqué, mais je prends soin non pas de repiquer la veille d'un jour de cagnard comme aujourd'hui, mais la veille d'une journée de pluie. Mais donc tout ce que vous verrez, pour l'instant, hormis quelques plants dans la serre, rien n'a été arrosé, que ce soit au moment du repiquage ou depuis lors. Côté droit, en remontant, les jeunes framboisiers, hein, donc installés durant l'hiver 2015-2016, janvier 2016 de mémoire, reste toujours quelques traces des gelées, par exemple, donc ce rejet qui a été complètement qui a été tué.
des feuilles, beaucoup de feuilles mortes. Au niveau des fleurs, beaucoup de fleurs qui sont borgnes. Mais donc depuis les choses reprennent, donc là des petites baies qui vont mûrir assez vite. Et donc comme ce sont des remontants, l'activité continue. Des nouveaux rejets sont en train de se former. C'est même un peu envahissant, comme vous le voyez là, ça rejette, ça drageonne. Et donc de temps en temps, pour maintenir le rang et la possibilité de passer avec la tondeuse, j'arrache ces rejets qui vont trop loin. C'est un des défauts, on va dire, entre guillemets, des framboisiers. Hein. Ils ont un enracinement superficiel qui les pousse à drageonner, à rejeter plus loin, ce qui peut être embêtant si on veut les garder dans un rang. Si on les garde en pagaille, ce n'est absolument pas embêtant. Mais ce qui a un deuxième défaut, ce sont des racines qui ne descendent pas. Donc le framboisier, plante de lisière, de forêt, est extrêmement sensible à la sécheresse. Et donc quand vous avez des variétés remontantes comme moi ici, durant la sécheresse, même dès que la pluviosité baisse en été, si on veut maintenir un haut niveau de production, il faut installer un goutte à goutte et ravitailler en eau. La plante sinon souffre trop. Comme ça fait seulement la deuxième année que c'est couvert, de temps en temps on a quelques adventices qui s'installent, hein, donc qu'on chope et que j'arrache pour maintenir le rang un tout petit peu propre. En insistant avec ma méthode, voilà, les racines viennent et les plants sont morts, le sol, hein, le fameux couscous dont je vous ai parlé, dans ce qui était donc une prairie il y a un peu plus d'un an, moins d'un an et demi. Le tout évidemment traité essentiellement hein, en BRF, donc ces chips de rameaux hachés après la chute des feuilles. La dernière fois que j'ai filmé, donc je disais en remontant à gauche qu'il y a là un espace qui a été couvert de foin et qui est destiné donc à des semis. Ben voilà, ça a été fait. Donc on a coupé des sillons et semé différentes choses. En haut du basilic, un certain nombre de rangées de carottes, même vous ne les voyez pas, vous voyez pour l'instant les radis qui me servent de marqueur de ces lignes et qui me servent aussi à maintenir un peu d'ombre, à protéger le sol pour que les frêles carottes aient le temps de s'installer dans ces rangs. Des navets ici et devant moi c'est du fenouil. Pour lutter contre la question des oiseaux qui viennent gratter, referment les semis, donc j'utilise ce type de filet maintenu un peu en tente indienne par ces béquilles qui sont simplement des lattes de toit agencées ainsi. Chose qui peut être intéressante, j'avais pléthore de plants de salade, ici c'est de la Batavia, donc j'en ai repiqué un certain nombre et cela me sert de marqueur pour savoir s'il y a des limaces. Donc certains endroits, on n'en voit plus, donc ça m'a permis de localiser les limaces et donc de concentrer ma chasse du soir vers des zones où je savais qu'il risquait, où je risquais d'en trouver puisque la salade avait disparu. Très souvent, je les voyais d'ailleurs en surface, en train de grignoter mes salades. Elles ne savaient pas que je m'en foutais. Et je les ramassais pour les balancer. Et puis des fois, il fallait gratter un peu le long. Là, c'est sec, mais quand c'est humide, voilà. Là, on trouve les couches humides. Et quand à certains endroits, vous avez une salade qui a disparu, vous avez les radis qui ont été rabotés, vous cherchez là sous la zone humide, sous le foin, et il n'est pas rare que vous tombiez sur l'auteur de ces malversations. Voilà donc sur ces semis, pour l'instant ça se présente bien, même si la carotte est toujours un peu délicate dans ce système de culture. Hein, donc j'ai préféré faire 6 ou 8 lignes, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Et il y aura sûrement des bouquets qui vont très bien réussir, et puis il y aura sûrement des endroits où les limaces s'en seront occupées. Pas de problème, là où il y a des trous, je planterai autre chose, des salades, des choux ou que sais-je, de façon à utiliser l'espace. Et j'ai besoin de quoi? De 2 lignes de carottes pour avoir un stock suffisant. Donc sur mes 6 lignes avec des tiers par-ci, j'arriverai à avoir une production suffisante. Côté droit, en remontant, juste après donc les jeunes framboisiers, le fameux essai d'asperges sans aucun travail du sol. Dans la vidéo précédente, je m'interrogeais à savoir combien de ces souches rejetteraient. Donc il y avait eu pas mal de dégâts de gel sur un certain nombre de rejets qui ont été cramés par le froid. Les autres qui étaient plus en retard se sont très bien développés. Et en fait, donc, je me rends compte que allez, 80% au moins des souches sont en train de rejeter encore. Par exemple, ce rejet est arrivé tout à fait récemment et vous voyez qu'il est de taille appréciable. Il a la taille, à la base, la taille d'un pouce. Celui-là, on va dire, c'est un doigt, et puis après, il y en a qui sont plus maigrelés, notamment, par exemple, celui-là, notamment en raison de dégâts que des campagnols ont fait et ont mangé la moitié, si ce n'est plus, des racines des griffes, et donc évidemment ont spolié la réserve de ces pieds d'asperges. Mais ça se présente de façon étonnamment bien et je pense que l'an prochain, je pourrai commencer à récolter le premier rejet. Donc je mettrai une épaisse couche de paille et quand ça sortira, je piquerai le premier, laissant les autres bourgeons se développer, stocker l'énergie, donc faire la photosynthèse. Au milieu, pour ne pas perdre la place, j'ai planté des céleris qu'on voit pointer ici, donc qui sont déjà bien installés dans leurs petits trous dans le foin. Là aussi, chasse aux limaces, j'en ai perdu sur une rangée comme ça, il doit y en avoir une vingtaine. J'ai dû en perdre 1 ou 2 par rangée avant de choper les fautifs, donc les limaces qui s'en sont occupés. Alors après les semis de carottes et autres, en remontant à gauche, la mâche qui est en fleurs. Donc bon, là la floraison est bien installée. Assez vite, cela va produire des graines et donc j'arracherai ces plants pour récupérer les graines. En arrachant, une partie des graines immanquablement tombe sur le sol et ce sera une planche aussi que de nouveau je mettrai à nu à l'automne et où la mâche, à mon avis, se développera de façon tout à fait spontanée. Alors, chose que nous allons voir, en fait, j'ai commencé mes expérimentations de culture sous couvert vivant parce que ça ne se voit pas de l'angle sous lequel c'est filmé ou très difficilement, mais il y a des trous dans lesquels j'ai mis des plants de choux paumés, de choux cabus que j'ai récupérés, donc j'en avais pléthore, plus tellement de place. De nouveau, problème de place, je cultive 400-500 mètres carrés et je n'ai jamais assez de place pour installer ce que j'ai comme culture. Donc voilà, je les ai repiqués là-dedans en attendant de ramasser la mâche. Et à ce moment-là, sans doute, une fois que j'aurai enlevé les graines de mâche, je paillerai avec cette mâche. Comme ça, ce qui reste comme graines qui m'auront échappé seront sur place. Et puis par-dessus, je mettrai un peu de foin pour maintenir donc la fertilité, nourrir les organismes du sol. Enfin, vous connaissez le discours. Il y a quelques adventices là qui s'installent et dépassent, notamment donc cette légumineuse là qui s'appelle la vesse, qui est puissante parce que légumineuse, donc fixation symbiotique, bon, que je ne souhaite pas nécessairement voir se développer. Donc quand je passe par là, on va dire, je tire dessus pour limiter la dispersion
des graines. Un peu plus embêtant, là on le voit plus en profondeur, ce qui s'appelle le laitron, que beaucoup confondent avec le chardon, hein. Ces feuilles très légèrement piquantes, un chardon, vous ne ferez jamais ça. Vous auriez des petits piquants qui se logent dans votre peau, et caractéristique des tiges qui, quand on les casse, produisent un petit latex blanchâtre, et tiges creuses, ce qui fait qu'on appelle ça des laitrons. Ça forme des fleurs un peu comme les laitues, les salades, hein. C'est une espèce voisine, une composée, donc une espèce voisine de nos salades. Alors ici, donc, entre les asperges et ces fruits rouges, j'avais dégagé un tout petit peu de foin pour repiquer de la salade avec un très fort taux de perte. Je me suis interrogé pourquoi ici j'avais cette concentration de limaces, et je pense qu'un des facteurs explicatifs est le fait que c'était ici que j'avais empilé ces trognons de choux que j'avais balancés de l'autre parcelle là-bas. Alors il y avait déjà des choux ici, et comme je savais que j'allais planter, ça ne me gênait pas de balancer ces trognons, parce que là-bas, il m'aurait gêné pour couper les sillons. Et je pense que cette concentration de ces tiges creuses, là c'est desséché, mais quand j'ai découvert le foin, certains de ces trognons rejetaient des petits bourgeons. Donc je pense que là, mon élevage de limaces était un peu trop performant, et que du coup j'ai eu du mal à mettre un coup de frein. Au passage, ici on retrouve les baies de mai. Les baies de mai cette année, donc on a récolté, on va dire, un gros demi-bol de baies sur ces deux pieds ici, j'en ai deux en haut, vers mi-mai, un peu avant mi-mai. Donc là, il ne reste plus rien. Donc c'était bien des baies de mai. Un goût pas spectaculaire, hein, mais un peu acidulé, mais quand même, donc des antioxydants, quand même un fruit qu'on peut mélanger avec un muesli ou quelque chose comme ça, très très tôt dans l'année. Donc je vais essayer de les multiplier par des boutures aoûtées vers la fin de l'été. Derrière moi, des myrtillers qui commencent à former leurs fruits. Là aussi, donc, il y aura bientôt le relais en matière de fruits rouges. Alors ici, cette ligne extrêmement lacunaire de petits pois, pour une raison que j'ai enfin identifiée, pas plus tard que ce matin. Pour ceux que le sujet intéresse, je vous invite à aller sur le forum Éconologie, hein, la contraction d'économie et d'écologie. Vous tapez éconologie / forum avec S, plus Did67, hein, qui est mon pseudo, et vous tomberez sur le fil où, avec quelques autres jardiniers passionnés de phénoculture, de culture sous foin, nous échangeons des informations parfois assez pointilleuses, nous nous disputons parfois très poliment. Voilà, donc vous trouverez plus d'informations là-bas. J'ai eu un printemps absolument désastreux. Il faut aussi que je filme mes échecs, parce que sinon vous allez décidément croire que je suis un gourou au-dessus des forces naturelles, au-dessus des accidents, qu'il n'y a qu'à vous que ça arrive. Pas du tout, hein. Je rate beaucoup de choses, je rate des fois des semis, je refais. Simplement, dans un verre dans lequel il manque 2 centilitres, j'essaye de boire les 11 centilitres de bon breuvage, et puis j'oublie parfois, donc en toute bonne foi, d'évoquer ces échecs avec vous. Donc cette année désastreuse,
pour les semis de ce qui s'appelle des légumineuses ou des fabacées, donc mes haricots verts et mes petits pois. J'ai longtemps cru que c'était les limaces, je n'en trouvais pas. Puis une piste a été les cloportes, parce que je trouvais toujours à proximité des grandes quantités de cloportes. Et en fait, ce matin, j'ai fini par trouver la piste après avoir installé un piège que je vous montrerai tout à l'heure, qui montre qu'en fait, ce sont des chenilles qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des cloportes, chenilles de papillons, et qui me vident vraiment les haricots, le petit pois, au moment où ils commencent à germer, c'est-à-dire au moment où les cotylédons, ces deux grosses réserves d'aliments pour la plantule, sont en train de se ramollir. Donc, année désastreuse. Pourquoi cette année j'ai cette invasion? Sans doute parce que l'an dernier, il y a eu des papillons auxquels je n'ai pas prêté attention, sans doute aussi même que je les ai trouvés très mignons. Et puis voilà, cette année, quelques difficultés de ce côté-là. Il semble que ça se stabilise. J'ai vu beaucoup plus d'araignées qui couraient que les années passées. Et je caresse l'espoir qu'elles ont un petit appétit pour ces chenilles. Les carabes commencent aussi à sortir, et là aussi, j'espère secrètement qu'elles vont se charger, et donc je ferai des semis un peu plus tardifs que d'habitude. Toujours en remontant côté gauche, juste avant la serre tunnel qui me servira pour les tomates, l'endroit où en terre nue, j'avais fait quelques semis très précoces. Un certain nombre de choses ont plutôt bien marché. Je pense à ces laitues Batavia, la dorée du printemps, qui commencent à paumer, dont j'ai prélevé un certain nombre de petits plants qu'on a vus comme plantes martyrs entre les carottes, ou qui m'ont permis de re-remplir l'endroit où j'ai eu beaucoup de dégâts de limaces. Les betteraves rouges sont tout à fait intéressantes. J'en ai repiqué quelques-unes lors d'un épisode pluvieux. Ça a bien marché. La roquette commence déjà à monter en graines, un peu décevant, mais bon, ça me produira des graines, ce qui permettra d'en ressemer. Et les carottes, comme vous pouvez le voir, très irrégulier, parce que là aussi, à un moment donné, quand j'étais perdu dans mon chantier, les limaces en ont profité, mais quand même un certain nombre de touffes qui permettent d'entrevoir une récolte assez précoce. Donc, alors la variété, c'est la Touchon. Donc j'en conclus au moins qu'on peut très tôt, donc je pense que c'était fin février, tout à fait début mars, en Alsace, semer des carottes avec en tout cas cette variété-là. Des levées spontanées de scaroles, frisées ou non frisées, qui tout de suite montent en graines. Donc je vais pouvoir débarrasser. Vous le voyez, c'est déjà parti à monter en graines parce que elles avaient subi l'hiver. Donc les graines, je pense, avaient senti le passage de l'hiver, et donc elles sont extrêmement sensibles maintenant. Du persil tubéreux qui est là aussi en train de monter en graines, et mon essai de trèfle, en partie désherbé par mon épouse. Je n'avais pas mis de panneau stop. Elle me dit que je ne lui ai pas dit, moi je lui ai dit que je lui avais dit. Enfin, vous connaissez ce genre de truc, on ne va pas divorcer pour une petite connerie de trèfle. Donc j'ai réussi à sauver ce carré-là, dans lequel je voudrais faire des essais de plantation, donc sous couvert de légumineuses vivantes. Donc trèfle dit souterrain. Donc il y a un petit mètre carré, puis ça me permettra aussi de multiplier les semences. Voilà des bouquets de carottes qui ont échappé aux limaces.
les betteraves rouges, hein, donc jolies je trouve, malgré la chaleur, donc toujours pas de stress hydrique. De l'autre côté donc en remontant, au passage, si je suis trop long, hein, vous le savez peut-être sur YouTube, si vous arrêtez la lecture d'une vidéo et qu'avec le même ordinateur vous vous connectez sur la même vidéo, elle se positionnera là où vous l'avez laissée. Donc vous pouvez très bien arrêter, faire une pause, manger, aller faire des courses ou aller chercher une petite boisson au frigo. Voilà, donc je vais continuer. Donc ici à droite en remontant, les plantations de différents choux, choux frisés. Ça devrait être du chou de Bruxelles. Enfin, c'est répertorié quelque part, qui se développe bien, hein, donc planté dans cette épaisse couche de foin, à la veille d'un des épisodes pluvieux que nous avons connus. Jamais arrosé depuis, hein, et même par ce cagnard, je ne songerai pas du tout à arroser, même si vous voyez des conduites qui traînent, c'est parce que je suis en train d'installer le système pour la serre. Quelques attaques, hein, donc il y a quelques choux qui ont été légèrement ratiboisés par des limaces, mais en général le cœur a été épargné, donc ils vont poursuivre leur croissance tout à fait normalement. L'un des avantages des limaces sur les choux, c'est qu'en général elles viennent sur les feuilles extérieures, donc si je vous filme des gros-plans, vous verrez que presque toutes les feuilles ont des trous, mais cela ne pose aucun problème tant qu'elles ne s'attaquent pas au cœur. Très vite, le cœur d'ailleurs sera protégé par la couronne de feuilles et il est très rare que le dégât soit irréversible. Donc c'est la part des anges. Petite partie de production ou de productivité plutôt dans ce cas-là qui s'en va. Là il y en a un qui souffre un peu plus. Peut-être que je fasse une virée nocturne ce soir après le journal télévisé. Je vais vous le montrer en gros plan comme ça. Vous verrez à quoi ça ressemble et vous verrez que si, avec mon expérience, je ne suis pas affolé, vous n'avez aucune raison d'être affolé. Bon, il est vrai aussi, je l'ai expliqué dans Éconologie, hein, que j'ai dû planter quelque chose comme une centaine de pieds de choux, donc c'est clair que s'il y en a 5 qui disparaissent, il n'y a pas de quoi paniquer. C'est un des avantages quand on a une surface importante comme moi et que la couverture du sol, enfin qu'on n'a pas de travail du sol, donc on peut facilement couvrir des surfaces presque infinies. Du coup, quand vous plantez 25 choux de Bruxelles, s'il y en a 5 qui disparaissent, il n'y a pas de quoi gémir. Le voilà donc, ce pauvre coco, mais je pense que ça fait partie d'une des limaces que j'ai ramassées, puisque le cœur maintenant a l'air bien. Hein, donc je pense qu'il est en train de se retaper. Puisqu'on est là, hein, un des pieds de myrtillier, enfin 10 myrtillers, très exactement du bluet, donc le faux myrtillier, ou myrtillier du Canada, donc qui s'est bien fructifié, bien fécondé, donc on va bientôt avoir des fruits rouges de cette nature-là. J'ai différentes variétés qui sont aux différents stades, il y en a même qui sont seulement en train de fleurir. Toujours en remontant, belle pagaille ici autour de cette mâche, effet d'un paillage tardif, insuffisant. Donc là, j'ai la flemme d'agir, enfin je vais agir par une façon tout à fait radicale, c'est-à-dire que je vais récolter cette mâche et la manger.
et remettre une couche de foin sur toute cette pagaille. Pour information, c'était la même chose un peu plus loin où cela était déjà fait. Je vais vous le montrer à quoi ça va ressembler dans très peu de temps. Voilà ici donc une zone qui a déjà été repaillée et avec au fond à droite un myrtillier un peu plus tardif qui a à peine fleuri. Alors toujours en remontant sur la droite, juste avant les cassissiers, cette planche de chou paumé qui en fait était de la mâche qui était montée en fleurs, et puis comme j'ai estimé que j'aurais largement trop de graines sur la parcelle que je vous ai montré précédemment, je suis simplement passé sur la mâche en fleurs avec ce foin déroulé, fait des petits trous et planté ce chou paumé dedans. Là, donc à certains endroits, on voit quelques pieds de mâche qui ont fini par trouver le passage vers la lumière. Ici devant moi, j'avais vu un plan qui était flétri, je voulais savoir ce qui se passait. Ben, c'est très simple, il y a tout simplement une galerie de campagnols en dessous, et donc je pense que le pauvre pied, il s'est un peu fait manger le bout des racines, et il montre donc des signes de sécheresse ou de soif. L'essai de pommes de terre à travers la double couche de foin, hein, donc enfin le premier puisque j'en ai deux. Ici c'était déjà une plate-bande maraîchère sur laquelle, à travers une première couche de foin qui avait été mise en sortie d'hiver, j'avais planté les tubercules, puis déroulé une deuxième couche. Ça a été long, ça a été désespérément long, normal, hein, il fallait traverser toute cette épaisseur, mais pratiquement tous les pieds sont là. Il y a peut-être une ou deux pommes de terre qui peut-être a été repéré par un campagnol et qui se les mangeait. Donc les pieds sont en train pour l'instant de se développer tout à fait correctement. Ici on est un peu trop près du bord, donc prochainement je vais fermer ce passage avec du foin de façon à ce que les pommes de terre ici ne soient pas exposées à la lumière. Donc cette allée là remplie à la fourche avec du foin et le problème sera réglé. Couleur un peu palote, mais vous le savez, je ne déteste pas ce manque d'azote. Je pense que cela permet aux pieds d'être plus costaud, hein, d'être mieux nourris en phosphore et en potassium et autres éléments, et par conséquent je pense d'être plus résistant aux maladies, moins attractif pour les parasites qu'un plant dopé à l'azote et qui serait vert beaucoup plus foncé. Petit à petit, on voit déjà, par exemple celui-là est beaucoup plus foncé ou celui-là, ce qui veut dire que la nitrification est en train de s'installer, et nous serons là au moment de la récolte. Je ne suis pas inquiet, je pense qu'il y aura une récolte, peut-être pas un record de France, hein, mais je me contenterai d'une récolte tout à fait moyenne. Vu l'effort que j'aurais fait, ce sera de toute façon une sorte de record. Alors nous voilà sous le grand tunnel à tomates. Il est presque prêt, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a des petits fils avec des tortillons qui ont été enfoncés dans le sol qui ancrent. Vous avez tous les fils d'élastane qui vont soutenir la bâche qui ont été tendus. On attend juste un moment où mon épouse ne travaille pas et où il n'y a pas de vent. Ces derniers temps, nous avons pas mal de vent et il est impossible d'étaler proprement une telle surface de bâche avec le moindre vent, ça part dans tous les sens. Donc voilà, de toute façon, ça ne presse pas, puisque l'objectif est de protéger ultérieurement ces plants de la pluie.
hein, pour éviter que ne s'installe le mildiou. Et comme pour l'instant il ne pleut pas et il n'y a même pas de menace de pluie ces prochains temps, il n'y a pas le feu au lac selon l'expression consacrée. Donc on a installé avant-hier soir les pieds de tomates, enfin ce qui nous restait, ce que certains nous ont offert comme cadeau, directement dans ces trous dans le foin. À noter donc, malgré le cagnard qu'on a depuis quelques jours, depuis 3-4 jours, pas une goutte d'eau. Alors, vous allez me dire, les tomates, elles souffrent. Ah oui, 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 elles souffrent. J'aime beaucoup que les tomates souffrent un peu du manque d'eau en fin de journée. La tomate est une plante qui a une capacité inouïe à chercher l'eau à travers ses racines, à condition, évidemment, qu'on ne lui apporte pas l'eau en surface. Donc, sauf risque de mort imminente, ce qui n'est le cas d'aucun des plants qu'il y a ici, je n'arrose pas les tomates. Donc j'installerai bien sûr un système de goutte à goutte, vous voyez du matos qui traîne à droite à gauche, parce que si effectivement sous cette bâche cet été pendant 3 mois je n'arrosais pas, je ne suis pas sûr que la plante serait capable, ces tomates seraient capables d'aller chercher l'eau à 3 mètres, hein, plus de 3 mètres. Ça quand même je reste prudent, donc j'installerai un goutte à goutte pour pouvoir au hasard des besoins, apporter l'eau s'il le faut. Mais donc toujours, j'observe le soir d'abord des signes manifestes de stress hydrique très fort, donc de quasi-mort imminente avant d'arroser une tomate. Le soir, elle est comme ça, le matin, vous verrez qu'elle est fraîche. Voilà ici d'un peu plus près, ces plants de tomates planté il y a 4 jours maintenant, 3-4 jours, donc sans aucune goutte d'eau, mis là. On laisse stresser un tout petit peu pour que les racines se développent et partent à la recherche de l'eau. Encore celui-ci, hein, par exemple, qui est plus petit, plus en retard, mais maintenant je pense que les choses vont aller très très vite avec la chaleur qu'on a. Le sol s'est réchauffé et à mon avis, on va avoir une croissance explosive. Alors, en remontant face à la serre tunnel à tomates, côté droit, donc petit arrêt au pied de ce cassissier. D'une part parce que dès qu'on touche les cassissiers, il y a un arôme, une odeur absolument exquise et extrêmement puissante. Pour constater que malgré le gel, donc un certain nombre de fleurs ont été abîmées, mais il y aura une production tout à fait raisonnable, peut-être pas en record parce qu'il manque quand même quelques fleurs, mais globalement ce sera suffisant. Surtout, je voulais vous montrer ici au pied de ce cassissier, hein, dont je rappelle qu'ils sont traités avec des couches importantes de BRF ou ici de bois déchiqueté pour constituer une ambiance dans le sol, une ambiance forestière, donc qui favorise beaucoup les champignons, un sol plutôt à tendance acide et avec un fonctionnement dominé par les champignons qui favorise l'ammoniac. Donc je voulais filmer ce développement de champignons. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas toutes les vidéos hein, que ce qu'on appelle champignon dans la vie courante, c'est en fait l'appareil fructifère. C'est là que se forment les spores du champignon, ce que les scientifiques appellent le carpophore, et qui n'est que la partie émergée de l'iceberg, le reste étant les filaments qui s'étendent partout dans le sol, filaments tellement fins qu'on ne les voit pas, ils sont plus fins que une dizaine de fois plus fins que des cheveux et colonisent des kilomètres et des kilomètres, enfin représentent des kilomètres et des kilomètres dans des volumes de terre très très petits. On dit qu'il y a 5 km de filaments dans une cuillère à café de terre colonisée par les champignons. Et donc ici on a une preuve éclatante
de cet effet. Le champignon donc, que j'ai boosté dans cette rangée de cassissiers déborde largement ici, bien sûr sous terre, bien sûr de façon invisible, et vient former ces appareils fructifères ici à proximité de ce pied de cassis. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sous terre, les filaments forment un réseau de minuscules, de microscopiques canalisations qui font circuler les éléments nutritifs dans un sens ou dans l'autre, l'eau, les éléments fertilisants nécessaires aux plantes, les extraits peut-être ici vont nourrir le cassissier là-bas ou l'inverse. Donc cela montre que dans un tel système, donc à condition bien sûr de ne pas chambouler la terre, donc de ne pas la retourner, de ne pas la travailler, et là j'insiste, hein, c'est là où même la grelinette a des effets négatifs en déchirant ce tissu. A fortiori, bien entendu, la bêche et pire, le motoculteur qui massacre tous les vers de terre, etc., mais aussi les réseaux, alors que la grelinette est au moins respectueuse, relativement respectueuse des vers de terre et des bactéries. Par contre, elle va déchirer le tissu de champignons. Voilà donc, on va faire un petit gros plan pour que vous voyez ça un peu mieux. Voilà donc, c'est Carpophore, hein. Alors ne vous intriguez pas, c'est lisse en plastique, c'est ce qui sert à fixer les bâches sur le tunnel. Hein, donc cette continuité ici de ces appareils reproducteurs de champignons qui montrent donc l'influence de l'apport de substances dites ligneuses. Donc qui dit ligneux dit bois, dit riche dans le composé essentiel du bois qui est la lignine. Voilà donc là juste au-dessus des cassissiers, une rangée dans laquelle on a semé de l'anis vert. Il y avait l'an dernier de la camomille, il y en a qui repoussent un peu spontanément. Deux rangées dans lesquelles j'ai ouvert des sillons pour repiquer ces petits poireaux. Ils étaient un peu trop rikiki à mon goût pour que je les repique dans le foin. C'était un semis qui était beaucoup trop dense dans la terrine, donc il ne grandissait plus. J'ai préféré les repiquer, bien qu'ils n'avaient pas tout à fait la taille requise. Mais du coup, j'ai ouvert un sillon pour pouvoir le faire avec plus de facilité, d'autant plus, comme vous le voyez, que les épaisseurs de foin étaient extrêmement irrégulières, parfois énormes et parfois beaucoup plus fines. Donc dans ces conditions, il est difficile de positionner le poireau juste dans la terre. Donc repiqué avant le dernier épisode pluvieux et comme vous pouvez le voir, je pense, hein, 100% de réussite à ce stade, bien sûr toujours sans arroser. Au passage, un petit pied de liseron qui tente sa chance, et là effectivement, conformément à ma façon de lutter, c'est-à-dire arracher, 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 pour chaque fois casser le capteur solaire, pour obliger la plante à réinvestir à partir de ce qu'elle a dans le rhizome. Je faisais ça pendant que je parlais. Ici, une rangée et demie, parce que c'est pas tout à fait d'équerre cette affaire, et donc de céleri rave qui étaient eux en godet et qui ont été repiqués ici. Toujours tout ça planté la veille d'un épisode pluvieux, mais mis ici sans aucun arrosage. Je constate toujours que les gens repiquent, arrosent machinalement, mécaniquement, sans aucune raison. Bien entendu, en sol nu, ça se dessèche très vite, comme on le voit ici, hein, ça devient très vite dur, mais je vais vous ouvrir ici, et voilà, là c'est humide, il y a des vers de terre, donc il n'y a aucune, mais alors aucune raison d'arroser. Au contraire, vous faites des dégâts parce que c'est trop humide et les racines ne respirent plus. Donc c'est une mauvaise habitude dont il va falloir se passer si vous travaillez sous couvert, quel qu'il soit, hein, mais particulièrement sous couvert de foin.
Bon, malheureusement, l'éclairage est un peu rasant et les ombres portées terribles. Je voulais rajouter quand même ces images. Et vous voyez donc, même plan, même origine, plantés le même jour, l'un dans la foulée de l'autre. Vous voyez ici des rangées qui sont entièrement entourées de foin. Et ici, comme il nous restait des plants, on a mis ça en bordure de cette planche. Donc on va dire que la moitié seulement est couvert de foin ici chez Ric Rac, Rikiki. Et puis ensuite il y a l'allée. Et regardez la différence de développement de ces plants qui sont dans le foin comparé à ceux qui ne sont qu'à moitié dans le foin. Je trouve ça tout à fait parlant. Toujours en remontant, toujours côté droit. Donc on aborde là la parcelle de fraises avec les fraisiers repiqués à l'automne ici, qu'on ne voyait plus au printemps. Il y a une vidéo dans laquelle je vous disais, mais si, vous verrez, il y a des fraisiers là-dedans, vous ne le voyez rien pour l'instant. Ben, la preuve vivante, 100%, la rangée est bien alignée. Et là déjà, les premières fraises qui pointent sur ces fraisiers qui sont tellement vigoureux qu'ils commencent déjà à former des stolons. Ah, là, il y en a une belle. Allez, je vais vous montrer ça en gros plan, c'est trop tentant. Voilà donc ces petites fraises sur un fraisier planté ici à l'automne, couvert de bois, du peuplier haché, récupéré le long de la route. Et voilà, la production est déjà partie. Même chose sur les plants qui sont à côté. Alors j'ai oublié de le dire, hein, ce sont bien entendu des stolons produits par les fraisiers plus âgés que vous avez ici. Donc je réutilise mes propres stolons, je n'en rachète pas. L'ail, tout à fait correct, hein, rien à dire. Pour l'instant en croissance, des pieds un peu plus chétifs, on va dire. Les autres sont tout à fait corrects. Un manquant, je l'avais signalé la dernière fois, hein, donc quand j'avais parlé de 99,8%, un score tout à fait très genévien pour une élection présidentielle. Voilà, tout ça se passe très parfaitement. On va s'arrêter sur les vieux fraisiers. Il y a là quelque chose qui me stupéfait. C'est ces fraisiers dont je voulais vous parler. Alors je me souviens plus très bien quand je les ai plantés, mais c'est environ il y a une demi-douzaine d'années. Dans tous les guides, dans toutes les revues conventionnelles sur le maraîchage, on vous expliquera que le fraisier dégénère et il faut en permanence renouveler vos fraisiers, ce que je fais d'ailleurs parce que je reste malgré tout un maraîcher très obéissant. Allez, soyons francs, je suis de temps en temps un peu couillon et moi-même j'ai du mal à me défaire du lavage de cerveau que j'ai subi pendant 30 ou 40 ans en essayant de cultiver correctement comme il se doit selon les règles de l'art. Et donc j'avais moi-même intégré que les fraisiers au bout de 3-4 années ça dégénère, il faut donc que je continue et donc ce système a vocation normalement à être glissant. Je rajoute une ou deux rangées en bas et en haut, les pieds étant un peu dépérissants, je passe un rouleau de foin dessus pour mettre autre chose, des choux, que sais-je. Et puis année après année, je me rends compte que mes fraisiers sont absolument magnifiques, comme vous pouvez le voir. Donc évidemment, je n'ai pas le cœur à leur passer dessus avec un rouleau de foin et je les laisse produire une fois de plus. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je suis arrivé à une conclusion très simple que je voulais partager avec vous. C'est que ce ne sont pas les fraisiers qui dégénèrent.
c'est le sol qui dégénère du point de vue du fraisier. Lui, il veut un sol de type bordure forêt, riche en champignons, riche en matière organique, humide. Vous le mettez dans un sol nu, certains paillent avec de la paille au mieux, mais souvent dans un sol nu, où il ne trouve pas le milieu qui lui convient. Si je vous mets dans un coin perdu du désert d'Atacama, vous allez vous mettre en marche pour essayer de trouver une petite guinguette pour vous requinquer. Vous n'allez pas rester planté là. Le fraisier, lui, il ne peut pas bouger, donc il dégénère dans ce sol où il ne trouve pas ce qu'il lui faut, c'est-à-dire un milieu de type forestier, avec plein de champignons, avec de l'humidité, avec un pH plutôt à tendance acide, etc., etc., etc. Voilà quelle est aujourd'hui ma conviction basée sur ce que je vois de mes yeux, ici, devant vous, des fraisiers qui ont une demi-douzaine d'années, qui se portent comme un charme, je précise, bien évidemment, sans aucun travail du sol, pas de bêche, pas de grelinette, rien du tout, sans aucun engrais, bien entendu, sans aucun traitement. Les vieilles feuilles sont toujours là. Bon, nous, on n'en trouve plus grand-chose. Si, il y en a une ici. Hein, l'an dernier, vous regarderez sur les vidéos faites en septembre-octobre, vous voyez qu'elles sont tachées, qu'elles sont couvertes de maladies, etc. Horreur, dirait n'importe quel maraîcher. Aucun problème. Dès lors que le sol est vivant, tout ça est digéré, transformé dans le joyeux bordel. Tout cela est brassé, remis en cause, remis en jeu. Et mes fraisiers, en tout cas pour l'instant, je pense au moins pour la 6e année, je n'ai malheureusement pas tenu d'archives quand j'étais à ce niveau du jardin, donc ces fraisiers sont là depuis au moins une demi-douzaine d'années. Concluez vous-même et faites ce que vous voulez. Le lendemain, donc vendredi soir, il est à peu près 18 h, il fait 28 degrés, enfin il a fait 28 degrés là tout à l'heure à la sonde météorologique. Un vent du nord plutôt desséchant, et vous voyez qu'il n'y a aucune marque de stress hydrique, donc de flétrissement sur ces fraisiers qui, bien évidemment, ne sont pas arrosés, simplement ravitaillés par les mécanismes du sol, les champignons. Ici à droite, je ne sais pas si c'est dans le champ de la caméra, l'origan, même chose, il est là depuis 3 ans, il n'a pas du tout l'air de vouloir dégénérer. Derrière moi ici une rangée d'oignons qui sont des oignons repiqués ici, des oublis un peu à droite à gauche, ayant passé l'hiver et qui bien évidemment sont en 2e année, hein, sont des plantes bisannuelles, c'est-à-dire sont en train de former des fleurs. Donc là c'est la production de graines. Et c'est aussi la biodiversité, ça fera des boules très très attractives pour les insectes butineurs. Sur la gauche, en remontant donc face aux fraises, un 2e ou peut-être même déjà un 3e semis de petits pois, un peu moins pire que ce que j'ai connu. Il y en a des petits là qui sont en train de se rattraper, mais malgré tout très lacunaires en raison du problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Beaucoup de liaisons sur cette parcelle qui, l'an dernier, jusqu'au mois de mars, donc 2016, était une prairie. Donc là, il faut lutter, arracher, arracher, arracher chaque fois que vous avez 1 minute et que vous passez devant. Première année, c'est un peu fastidieux. 2e année, le liseron baissera déjà un peu la tête. Et à partir de la 3e, vous respirerez un peu, non pas qu'il aura complètement disparu, mais il sera, on va dire, bonsaïsé et insignifiant dans vos cultures. Alors en remontant toujours côté gauche, quelques 2 rangées de choux rouges avec quelques-uns qui ont des petits trous dans les premières feuilles, donc signe de la présence de limaces ou de limaces que entre-temps j'ai attrapé à la tombée de la nuit. Une rangée de fenouil. Le fenouil est le plus sensible à cette histoire de limaces parce qu'évidemment sur une feuille
il n'y a pas grand chose à manger et donc très vite les limaces s'attaquent au cœur du plant. Là il y en a un par exemple qui a été totalement ravagé, il ne reste plus rien. Donc c'est là qu'on a les mortalités les plus élevées, avec peut-être un tiers des plants qui a été la victime des limaces. Donc on a tout de suite fait un semis en bas. Si sur le semis où il y aura des centaines de pieds qui vont sortir, un tiers survivent, cela fera l'affaire, ça sera bien suffisant. Donc toujours là, liseron dans cette partie récemment convertie, donc convertie en mars de 2016, il y a à peine un peu plus d'un an. Donc voilà, vous tirez ce genre de spaghetti, hein, vous détruisez le capteur solaire, les feuilles, là vous attaquez la réserve, le rhizome qui lui était encore plus bas va de nouveau investir dans une nouvelle construction et il faut sans cesse comme ça passer et tirer. C'est pas très fatigant mais extrêmement fastidieux. Et nous voilà donc ici sur la gauche dans cet essai de culture de pommes de terre dont la vidéo n'est toujours pas en ligne, où j'ai simplement courant mars je crois tondu l'herbe, posé les plants de pommes de terre les uns après les autres et recouvert par une double couche de foin. Pendant longtemps, donc au moins un mois et demi, presque 2 mois, il ne se produisait rien. Et là, depuis quelques jours, on voit pointer les différents pieds les uns après les autres. Je pense qu'au début, là, on aura quelques dégâts. Un jour, j'étais bien sûr curieux et j'ai creusé et je suis tombé galerie de campagnols. J'avais oublié que ce coin-là, le long de la haie, est extrêmement infesté de campagnols à un moment donné. Même des plants, là, vous voyez que vous avez des trous parce qu'il y avait des jeunes hêtres qui ont été complètement rongés. D'autres ont survécu, mais avec une seule racine sur la dizaine qu'ils avaient. Voilà, donc cet essai semble bien s'emmancher, malgré sans doute quelques manquants liés à l'activité campagnolesque. Je mentionne souvent le rumex, et on me demande quelquefois qu'est-ce que c'est le rumex. Mais voilà ici un plan de rumex dont j'avais prévu, c'était pas difficile, que cela allait percer le foin. Essayez un jour, si vous avez du rumex, de le déterrer avec une fourche bêche, et quand vous verrez la racine, vous comprendrez pourquoi il était facile de prévoir que cela allait percer. Ici donc un de ces plants de tomates qui est en train de sortir. Ici dans la prairie à côté, la floraison de ce rumex avec une inflorescence qui ressemble à ce qu'il y a au niveau des épinards ou ce type de plante. C'est la même famille. Des pucerons qui s'agitent, le rumex est une très bonne plante martyre en général, couverte de pucerons noirs. Enfin, cette partie, l'inflorescence, là, il n'y en a pas beaucoup, mais cela permet de maintenir une population de pucerons et à partir de là, donc, une population d'auxiliaires, coccinelles, cirfes, chrysopes, etc. Tous ces insectes qui sont friands de pucerons. Le liseron qu'on voit rarement dans la prairie, il est bel et bien là, hein, donc il n'est pas apparu par le foin, il a juste été mis en évidence parce qu'on a détruit tout le reste des graminées et donc n'apparaît dans la parcelle couverte de foin plus que le rumex et plus que le liseron qui est là par exemple j'en vois, et simplement qui passe inaperçu. Donc très souvent on me dit avec le foin, j'ai jamais eu autant de liserons. Non, il y en a toujours eu autant, simplement on ne l'a pas vu.
Voilà, donc pour ceux qui ne me croiraient pas, ce pied de liseron ici qui sort dans cette plaque, il y en a un autre ici, il y en a une autre ici, ou vous l'avez encore ici, hein, en train de s'entortiller autour de ces tiges de graminées, d'herbes. C'est sa façon hein, de lui, à lui de dominer. Donc escalader les autres plantes pour être au-dessus et pour placer donc ses capteurs solaires, ses feuilles et profiter sans avoir à investir lui dans la fabrication des fibres pour être au-dessus. Donc c'est un malin on va dire. Rapide coup d'œil dans la serre à l'intérieur. Donc ici les Batavia qui ont été repiqués. Pour l'essentiel, c'est en fait donc ce que j'avais montré dans une vidéo précédente, les racines que je garde, les feuilles que je coupe et que je mange, et qui ont donc depuis repris. Ici, sous couvert de foin, quasiment jamais arrosé. J'ai mis une ou deux fois un petit coup d'arrosoir quand j'ai semé des radis qu'on a presque fini de récolter, et après le semis des haricots qui sont en train de s'installer ici malgré les difficultés donc avec les graines, les téguments qui se font manger. Les pieds de tomates qui étaient magnifiques dans une vidéo précédente et donc qui ont été détruits par les gelées du 20 avril, qui reprennent bien. Hein, donc là par exemple, donc j'ai bien fait de ne pas arracher. Celui-là traîne un peu plus parce qu'en fait le cœur du petit gourmand a été abîmé par quelque chose, on va dire. Ces deux-là aussi sont tout à fait corrects. Et ici, mon fameux piège qui m'a permis de débusquer ce qui mangeait cette année mes graines de légumineuses. Hein, donc sous cette boîte de camembert maintenue humide, j'ai mis des haricots et là on en voit encore une de ces chenilles qui ressemblent à des cloportes en train de rogner les téguments. Ils sont sur les haricots. J'ai mis ici des haricots mungos qu'on utilise pour faire les fameux germes de soja, qui ne sont pas des graines de soja, mais les graines d'un haricot. Et ça semble beaucoup moins les intéresser. C'est curieux. Alors qu'ils m'ont ravagé presque tous les petits pois et presque tous les haricots. Malheureusement, je vais essayer quand même de vous filmer ça au plus gros plan possible, mais j'ai peur de ne pas bien y arriver. Je vais essayer. Côté droit pour vous, c'est un peu plus décevant. Une variété de tomates qui est restée chétive. Alors au début j'ai cru que c'était l'effet du froid, puis ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait une maladie au niveau du racine. C'était des plants achetés en allant faire mes courses dans un supermarché du coin, bazardé très très tôt, courant mars. Je pense qu'en fait ils avaient une maladie, c'est pour ça que sans doute qu'ils ont été bazardés. D'autres variétés se portent, achetées au même moment, se portent mieux. Derrière moi, il y en a un qui est bien parti, il y en a un qui a hésité un tout petit peu, mais où c'est parti maintenant. Des courgettes qui ont pris le gel, mais qui sont maintenant en train de bien récupérer. Une qui était complètement gelée, qui est en train de repartir. Une que j'ai plantée depuis. Encore quelques plants que j'ai refait pour compléter ma serre, suite aux dégâts de gel. Sur le fond là-bas, des choux qui commencent à être tout à fait appréciables. Feuilles trouées, présence de limaces. Quelques aubergines. Une qui est jaune. Petit problème. Je ne sais pas lequel, et les deux autres qui sont en train maintenant de partir, qui ont sans doute souffert, tout ça a sans doute souffert du sol froid compte tenu de l'épaisseur de foin, malgré le fait que cela a été couvert relativement tôt. Même chose pour des poivrons, 2 pieds qui sont corrects, et un qu'on voit à peine là-bas dans le trou, tellement il est ridicule. En somme, c'est une affaire assez décevante, mais bon, j'apprends, j'ai jamais eu de serre,
dans ma vie, donc j'apprends à maîtriser cet outil. Allez, je veux dire que c'est pas si évident en phénoculture, donc en culture sous foin, ni du point de vue lutte contre le gel, ni du point de vue forçage au printemps. Je pense que ce sera plus efficace à l'automne, où ça me permettra, avec la présence de foin, de maintenir une production très très tard, parce que le sol qui sera chaud mettra très très longtemps à se refroidir, d'autant plus donc que je couvrirai de foin, et d'autant plus que je fignolerai un certain nombre de fermetures qui n'étaient pas bien étanches. J'ai des lattes pour faire les tours des portes, etc. Les seuils de porte, j'avais des circulations de vent froid qui passaient, donc il faut que j'améliore encore ça. Alors tout en haut, hein, vers la sortie à gauche, le châssis des salades. Les salades paumées ont toutes été récoltées. Il reste sur la droite donc ce qui n'a pas encore été ramassé du semis de Batavia, avec des petites pommes qui sont en train de se former. Bien sûr, la densité est un peu élevée, donc ce ne va pas être égal, mais au lieu d'en prendre une, ben, j'en prends deux. Donc la production est continue depuis je ne sais pas quand, et on est même maintenant débordé. C'est donc le châssis d'origine des salades qu'on a vu dans la serre. Chose intéressante qu'on ne sait pas assez, c'est que si on prend soin de récolter en coupant une pomme de salade bien au-dessus du sol, donc vous prenez que la partie utile, la majorité des laitues rejettent, pas seulement les laitues dites à couper, forment de nouveau des petites pommes, et en tout cas quelque chose que l'on peut récolter en mesclin. Donc ça c'est la laitue d'hiver, et même chose de l'autre côté sur la gauche pour la merveille des 4 saisons que j'avais acheté en mini-motte et planté ici, hein. Donc vous voyez là aussi, vous voyez le trognon qui reste en dessous et les petits rejets que je peux soit consommer, soit je vais en laisser l'un ou l'autre monter en graines pour produire donc mes graines. Donc tout ça simplement à la condition de couper. Par exemple, si je voulais récolter celle-là, je ne vais pas couper dans le sol ou au ras du sol, mais je vais couper ici au-dessus de ces premières feuilles qui de toute façon sont abîmées, que je ne vais pas manger. Je coupe ici et je laisse, comme on le voit là, peut-être un peu dans l'ombre, on voit la vieille feuille qui est restée en place, les vieilles feuilles qui sont restées en place, et le trognon qui rejette. Alors petit détail qui vous aura sans doute échappé, vous avez ici, entre les rangs de ces oignons, des petits oignons qui sont les plants obtenus par semis et que j'ai repiqué ici, donc en interrant. Pourquoi j'ai repiqué ça ici en interrant? C'est parce qu'un jour j'ai écrit sur un forum que j'étais un assez mauvais jardinier, un assez mauvais maraîcher. Ça a surpris certaines personnes, mais il est tout à fait évident que quand j'ai planté ces oignons à plus de 20 sur des rangées espacées de presque 30, j'ai totalement déconné. Si les échalotes là-bas à peu près occupent correctement l'espace, vous voyez que ces oignons bien développés sont loin d'exploiter toute la surface disponible avec leurs maigres feuilles. Un oignon qui a subi un petit, je ne sais pas ce qu'il a sorti de terre, je le remets, il va repartir. Donc, constatant que ma densité était beaucoup trop faible et commençant à manquer de place, j'ai repiqué ces oignons de semis en interrang de ces oignons. Par ailleurs, donc, je laisse se développer plus loin ces salades. Voilà donc les salades apparues, ce sont des laitues d'hiver apparues en interrang spontanément ici, que je vais récolter, manger, et donc au moment où les oignons auront atteint un développement où peut-être
ils seraient gênés par la concurrence, eh ben, je vais les en débarrasser. Donc ce type de chevauchement de différentes cultures permet de mieux valoriser les surfaces. Voilà, je vais mettre la main à côté pour que vous voyez ce que j'appelle un plan qui commence à avoir de la gueule. Bien sûr, loin d'être développé, mais c'est parti. Bon, bah pour finir, ici en haut, donc juste avant la sortie, les vieux framboisiers, dont je disais dans la vidéo précédente qu'ils avaient un peu une couleur pâle, et le reste pour partie, mais vous voyez que par ailleurs, certaines feuilles, certains bouquets commencent à prendre une coloration vert plus foncé, signe que dans le sol, les mécanismes commencent par alimenter tout ça correctement. Pas mal de bouquets de feuilles recoquillées, présence un peu de pucerons, mais l'autre jour j'ai observé donc des coccinelles, donc je pense que tout ça va se nettoyer. D'ailleurs, par exemple, ces feuilles que je déroule là, il reste quelques cadavres de pucerons, mais c'est déjà tout à fait nettoyé, tout à fait propre. Des abeilles qui tournent, donc des fleurs borgnes, hein, c'est-à-dire avec un point noir qui avait été gelé à l'époque, mais d'autres qui sont maintenant en train de former les premières petites baies de framboises. Donc je ne sais pas dans combien de temps on va pouvoir les déguster. Là, juste devant moi, une abeille qui tournicote. Même sur ces fleurs assez insignifiantes, il y a régulièrement des abeilles. Alors je regarde toujours un peu s'il n'y a pas la fameuse, le fameux petit insecte qui pond dans les fleurs, Biturus tomentosus, hein, qui donne le vert du framboisier. Je n'en vois pas parce que sinon il faudrait que je piège, parce que c'est assez désagréable, bien que ça n'ait pas beaucoup de goût, mais on préfère les framboises sans viande plutôt que des framboises avec cette viande. Alors finissons sur une touche un peu exotique, enfin pas exotique mais rigolote. Cet oignon dit rocambole, qui a cette particularité d'être pérenne, de ne pas fleurir, mais chaque printemps il forme ses hampes et sur ces hampes se forment ces petits oignons qu'on peut manger bien sûr, et qu'on peut aussi mettre en terre pour multiplier cet oignon. Des fois il y a deux générations, là on a un petit oignon qui s'est formé sur la hampe avec déjà une nouvelle grappe de petits oignons qui sont en train de se former. Donc je trouve ça très rigolo, et puis ça montre aussi très bien l'inventivité de la nature pour s'étendre. Hein. Toute espèce va essayer de conquérir du territoire. Alors comment est-ce que ça marche? Ben, tout simplement, ce que vous voyez là. Je fais une hampe, les petits oignons là-haut se développent, mais tout ça est trop lourd, donc ça tombe là-bas et ça va s'enraciner là-bas. L'année prochaine, il va se former une hampe et ça va sauter 30 cm plus loin. Donc ce pied qui était ici, en fait il y a 3 pieds, mais en fait un seul qui domine, c'est ce premier là. Il m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brins, et chacun de ces brins a fait une hampe. Ça va donc de là-bas à ici, donc c'est maintenant plus de 1 mètre qui a été occupé l'année d'après. Donc j'en multipliais quelques-uns, faire une rangée, juste pour le fun. Et puis avouez qu'une plante qui s'appelle rocambole, ça fait assez rock'n'roll. Donc dans le jardinier du paresseux, je pense que c'est absolument fondamental. Soyez rock'n'roll mes chers amis, et à bientôt.